Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine de débat. Courte semaine d'ailleurs, je vous raconterai ça, courte semaine en ce qui nous concerne, mais enfin bon bref, une nouvelle semaine de débat, donc on est dans quand même le récit, on fait de la presse, hein, mesdames et messieurs, donc c'est la semaine décisive pour les retraites, je ne sais pas ce qu'elle a de plus décisif que les autres semaines, en tout cas donc il y aura une nouvelle série de manifestations demain. Alors, il se trouve qu'on va en parler à travers le prisme du travail, parce que Bertrand Martineau est là, Institut Montaigne, et que c'est un sujet dont je parle assez régulièrement. Je m'étonnais, mais on va y aller justement, hein, du misérabilisme quand même qui entoure dans le discours public. Ce que vous pouvez voir à la télé, un petit peu partout, les conditions de travail des Français. On a l'impression qu'on vit dans un pays du tiers-monde. L'étude permet de relativiser quand même un peu ça, donc on va aller là-dessus. Question autour des grande décision, je vais appeler ça l'heure des choix sur l'énergie. Il y a eu les annonces plus ou moins discrètes d'Emmanuel Macron autour du nucléaire, tout ça à la fin de la semaine dernière. Et puis Mecca Brunel qui est avec nous veut parler de géothermie. Et puis on reviendra sur numérique, fracture numérique, ce qui me permet de présenter mon troisième invité, Nicolas Van Bremerch. Mais on va le faire avec plus de détails tout de suite, c'est Bismart. Donc, Nicolas Van Bremerch, fondateur de Spin Tank. Tout à fait. Comme son nom l'indique, tu fais du spin. De la communication. De la communication. Des marques, des récits pour des entreprises très connectées au changement de société, au sujet collectif. Nickel. Énergie, environnement, mobilité, numérique. Parfait. Mecca Brunel, salut Mecca, bonjour. Administratrice, ancienne présidente de Gessina, et donc Bertrand Martineau, salut Bertrand. Salut. Conseiller de l'Institut Montaigne, on va commencer avec toi Bertrand, donc l'étude publiée à la fin de la semaine dernière par l'Institut Montaigne. Tu vas nous en donner l'essentiel, parce que je tiens absolument qu'on voit le magnifique PowerPoint, voilà, le slide de l'Institut Montaigne. Qui n'a pas fait un slide comparable lui jette la première pierre, voilà. Tout y est, inclusion, joie, bonheur. Donc j'ai pris, t'as aussi un slide plus négatif évidemment, mais c'est celui-là qui est pour moi le plus intéressant, mais je te laisse un peu détailler ce qui t'intéresse le plus dans ton étude. C'est vrai on dépeint, depuis le début en fait du débat sur les retraites, on dépeint un monde du travail qui serait infernal, germinalisé au possible, et tu rétablis un petit peu l'équilibre. Oui, évidemment, les choses sont très, très nuancées. C'est vrai que quand on se réveille le matin, qu'on ouvre la radio, on a l'impression que tous les Français ont commencé à 14 ans dans la mine, qu'à 60 ans, ils ont déjà un pied dans la tombe, et qu'entre 14 ans et 60 ans, ils se lèvent le matin en se disant qu'ils vont vivre un enfer toute la journée en travaillant. Ouais. Alors, ces situations existent. Mais que voulez-vous, quand on fait des statistiques, elles sont noyées dans les statistiques. Voilà. Donc il faut traiter ces cas compliqués. Mais c'est pas le français médian ne vit pas le travail de cette manière. Alors c'est pas pour autant que tout va bien. Mais le premier enseignement intéressant de cette étude, c'est de sonder le degré de satisfaction des personnes, et on se rend compte que sur une échelle de 0 à 6, eh bien, il y a 77% des personnes qui mettent une note supérieure ou égale à 6 sur la satisfaction au travail. Ce qui n'est pas étonnant quand on regarde les séries longues, quand on regarde les autres sondages des années passées, depuis le début des années 2000, on se rend compte qu'il y a toujours entre 75 et 80% des personnes qui se disent satisfaits au travail. Alors satisfait, ça ne veut pas dire très satisfait, ça veut dire plutôt satisfait ou satisfait. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est pas insatisfait. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, ça permet effectivement de relativiser. Et alors, par ailleurs, évidemment, on écrit 150 pages pour expliquer tous les mots possibles, les insatisfactions. Non, mais on va donner quelques détails. Oui, mais absolument. Globalement, il faut effectivement sortir de cette idée. Sinon, de toute façon, collectivement, on n'y arrivera jamais. Si le travail est simplement une pure souffrance, non seulement il ne faut pas travailler 5 heures par jour, mais 4. Et puis le jour où vous travaillerez 4 heures par jour, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est de passer à 3. Puisqu'en fait, l'homme rationnel, il veut éliminer les souffrances. Donc si le travail n'est que souffrance, effectivement, on se prépare des lendemains difficiles. Tu dis que c'est remarquable, parce que tu baignes dans le travail depuis des décennies, Bertrand. Et tu dis que c'est remarquablement stable dans le temps. Oui. Alors, quand on est sur les sujets de la satisfaction au travail, et on décompose les motifs de satisfaction, le contenu du travail, le sens au travail, le rapport avec les collègues, le rapport au management. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a posé, alors c'est pas tout à fait par hasard, on a posé des questions qui déjà étaient posées par des instituts de sondage comme l'IFOP au cours des 15-20 dernières années, et on trouve des taux
des taux de proportion de gens qui se disent satisfaits ou insatisfaits qui sont remarquablement constants, y compris d'ailleurs sur les insatisfactions. Les insatisfactions, il y en a 3, elles sont parfaitement identifiées depuis de nombreuses années. C'est le niveau de rémunération, c'est la reconnaissance du travail et c'est les perspectives professionnelles. La seule chose qui a changé par rapport à l'avant-Covid, c'est qu'évidemment le télétravail est venu s'inviter dans l'affaire et qu'il y a aussi maintenant des gens qui sont insatisfaits de ne pas pouvoir... On va y aller, ça, on va en parler. Les motifs de satisfaction... La fracture du télétravail est bien réelle. Alors la satisfaction et l'insatisfaction sont parfaitement documentées depuis de nombreuses années. De ce point de vue-là, l'étude n'apporte pas grand-chose, si ce n'est de confirmer que malgré le Covid, malgré tout ce qu'on nous dit en permanence dans les médias, les choses sont plus nuancées. Il y a beaucoup de souffrance au travail, mais heureusement quand même. Très majoritairement, les gens sont globalement satisfaits. Et avec un paradoxe qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines en France, c'est la distinction entre bonheur privé et malheur public. C'est en gros, si on vous pose la question comment va le monde du travail, vous allez répondre mais c'est un enfer, monsieur. Et puis si on vous demande à la personne que vous avez en face de vous, et vous, comment ça va, elle va vous répondre bah moi ça va, pourquoi ? C'est très étonnant. Et vous pouvez poser la même question sur la marche du monde. Comment va le monde ? Comment va la France ? Oh mon Dieu, c'est horrible, on va tous mourir, etc. Et vous, vos perspectives de vie, etc. Bah, moi, ça va, j'attends un enfant, tout va bien. Voilà. C'est assez remarquable. Hein. Je vais faire réagir mes petits camarades, mais il y a le truc qui m'a presque le plus surpris en fait dans l'étude, c'est la première satisfaction, c'est en fait les relations sociales. Ah oui. La première satisfaction, oui. Avant la rémunération, c'est le contact des autres. Oui. Bah voilà. Nous sommes des animaux sociaux quand même. Comme disait Aristote, exactement. On revient là. Et c'est pas effectivement forcément participer à des causes sociales ou sociétales, environnementales, etc. C'est les 3 facteurs. C'est effectivement, alors ça dépend des personnes, des catégories socio-professionnelles, etc. Mais en gros, c'est le lien social, c'est la rémunération, gagner sa vie, et puis le travail bien fait. Eh oui, on a oublié que ça existe. Faire un produit de qualité ou rendre un service de qualité pour un client. Oui, ça fait partie des choses qui donnent des satisfactions au travail. Meka, après on va donner quelques détails, on parlera dans un instant télétravail, etc. et tout, ça m'intéressera de voir comment tu as pu gérer ça. Mais moi, bravo pour cette étude que j'ai trouvée très intéressante, enfin, parce qu'au moins ça donnait une perspective et surtout sur une étude longue. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dirigeante d'entreprise, c'est ce que je vois, y compris dans mes activités, que ce soit associatives ou aujourd'hui dans mes responsabilités d'administrateur. Ce qui est intéressant, c'est que, ce misérabilisme n'existe pas à cette échelle-là. En fait, chacun d'entre nous peut avoir des sujets d'insatisfaction tous les jours et à toutes les heures. Et la deuxième chose, ça montre aussi ce qu'on a dit pendant le confinement, le besoin que les gens avaient de revenir au travail pour se retrouver pour la machine à café. Souvenez-vous, tout ce travail sur la machine à café, c'est vraiment un lieu de socialisation, d'échange et d'échange informel qui permet d'avancer, d'avoir des idées, d'avoir des moments de se sentir utile et pas simplement une machine derrière son écran à rester des heures. Et c'est ce que je trouve ça très intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que tout le monde a ressenti. Mais le formaliser sur la base d'une étude sérieuse, bravo, ça fait plaisir. Et je crois d'ailleurs, je dis un mot, mais Nicolas, tu l'as peut-être éprouvé, c'est le plus dur quand on se met à son compte. En fait, c'est ce moment où tu ne peux plus raconter le quotidien à des collègues de travail. Je pense que c'est l'une des épreuves les plus complexes à gérer. Il y a plein de palliatifs, l'essor du coworking et des endroits où on peut se retrouver ensemble pour avoir à nouveau, dans une société d'individus, d'auto-entrepreneurs, de créateurs de start-up et autres, malgré tout des sociabilités tierces, qui ne sont pas les mêmes, mais qui essayent de resimuler un petit peu ça, sont hyper clés. Moi, un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans l'étude, enfin qui me pose question, c'est plutôt sur l'élite. Alors vas-y. Et son rapport au travail, justement à la sociabilité, au télétravail, avec une demande de télétravail très forte, une individuation. Et est-ce qu'il n'y a pas une sortie du cadre un petit peu d'une petite minorité, c'est évidemment pas la grande masse, ou un peu d'une élite qui s'individualise, qui a un rapport qui a beaucoup plus d'autonomie, on est dans une société de plein emploi, qui a plus envie de changer d'entreprise, qui est plus libre et qui est plus mercenaire aussi, qui mute pas mal. Et ça, c'est, je trouve, un des éléments potentiellement inquiétants parce que on a les laissés pour compte du bas, mais on a aussi les moteurs en haut. Et on voit bien que la masse... Et les moteurs le jouent de moins en moins collectif, c'est ça que tu dis. Moins collectif, se désolidarisent, sont plus individués, et du coup, tirent moins la masse et suscitent moins un modèle pour les autres, ou tirent moins la pyramide derrière eux, quoi.
dans ce rapport au travail. En tout cas, c'était une Bertrand. impression que donnait. Alors, Après, je pense qu'il n'y a pas forcément des questions. Alors, j'irai pas jusque-là. Intéressant. Déjà, le télétravail, c'est pas l'élite. C'est 32% des salariés qui travaillent régulièrement, c'est-à-dire au moins un jour par semaine. C'est 10 fois plus qu'avant le Covid. C'est gigantesque. Hein. Bon, voilà. Et puis, on estime, alors, selon les dires des salariés, il y a 48% des emplois qui seraient télétravaillables. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une petite minorité de salariés, c'est 9%, qui sont sur des postes dont ils déclarent, c'est du déclaratif, qui seraient télétravaillables, mais que leur employeur leur refuse, avec une source de frustration importante. C'est 9%, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'en gros, les employeurs jouent à peu près le jeu. Et ils ont compris l'engouement des salariés. Donc, premièrement, on ne peut pas dire que c'est réservé à une élite. Deuxièmement, c'est un des autres enseignements de l'étude, c'est que les catégories socioprofessionnelles, contrairement justement à une idée reçue, ne sont pas forcément des catégories pertinentes pour distinguer les différents ressentis au travail. Et par exemple, pour la satisfaction, eh bien, il n'y a pas d'un côté des CSP+, qui seraient satisfaits et les autres qui ne seraient pas satisfaits. En fait, ça se tient de manière très, très forte. Et en fait, un ouvrier qui est dans un environnement managérial et qui se considère comme correctement payé pour le temps de travail qu'il fournit, peut avoir un niveau de satisfaction supérieur à un cadre jeune qui a fait Bac+10 et qui a perdu le sens du travail et qui est dans un environnement absurde où il fait que du reporting toute la journée. Voilà. Donc les différences ne sont pas les CSP et on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté que le marché du travail se fracture selon cette catégorie-là. Mais est-ce que tu ne crois pas quand même, parce que ce que disait Nicolas, tu le ressens assez fort, c'est-à-dire qu'il y a, même si, et c'est pas forcément lié au télétravail, d'ailleurs ça peut être du time sharing, oui. Un gars, j'en sais rien, un directeur financier qui s'est mis à son compte et qui fait 4 ou 5 boîtes, oui. Il y a un côté effectivement qui se développe ou pas, j'attends ton éclairage sur mercenariat. Oui, je suis à mon compte dans une entreprise classique. Là où je vous rejoins, c'est que, et là l'étude va sans doute pas assez loin, parce qu'on peut pas, c'est pas une étude sur le management, mais je pense que le télétravail a induit des postures managériales qui sont probablement toxiques, avec des souffrances supplémentaires pour ceux qui ne télétravaillent pas. Ça, c'est tout à fait possible, avec ce sentiment de clivage entre manager et non-manager. Ça, c'est tout à fait possible, mais on n'est pas rentré dans ce détail. Voilà. Ensuite, alors ce côté mercenaire, on n'a pas tellement d'éléments pour le documenter. Ce qui apparaît très clairement quand même, c'est qu'il y a une appétence, mais alors assez remarquable, des salariés pour l'indépendance. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et qui est confirmé d'ailleurs par le fait que les indépendants qui étaient... La responsabilité. Voilà. Ouais. Et les indépendants qui étaient dans le champ de l'étude se disent plus satisfaits sur tous les aspects possibles et imaginables, y compris conciliation vie professionnelle, vie familiale, la charge psychique... Il n'y a pas un peu de wishful thinking, là ? Il n'y a pas un peu. Oui, mais bon, voilà. Et donc, ce sont des gens parce que c'est des gens qui en moyenne sur travaillent l'équilibre familial, c'est chaud, 4 heures de plus par semaine voilà. que les autres. Et pourtant, ils se déclarent globalement plus satisfaits que tous les autres dans les différentes catégories. Et parallèlement, il y a une appétence énorme des salariés à passer dans le statut d'entrepreneur pour exercer la même activité. C'est-à-dire qu'on a posé une question sur, c'est pas l'idée de changer, de vous reconvertir, c'est vous faites à peu près la même chose, mais sous un autre statut. Et il y en a, alors je sais plus de 35 ou 40% qui disent que oui, ils seraient tentés, etc. Bon, la vérité, c'est qu'il y en a que 10 qui répondent oui, tout à fait quand même. Bon. Mais il y a une sorte d'attirance et puis après, il faut le faire, énorme pour l'indépendance. Et ensuite, il faut le faire. Et de manière générale, les reconversions professionnelles, c'est un des points noirs de l'étude, évidemment, c'est que les reconversions professionnelles sont quand même très très compliquées. C'est le parcours du combattant. Et ceux qui ne sont pas des serial reconverteurs, on va dire, ont du mal quand même à se reconvertir et à changer de métier. Oui, vas-y, Meka. Moi, je crois que sur ce point d'élite, je ne sais pas si c'est l'élite, mais il y a toujours des gens qui essayent par tous les moyens de trouver leur autonomie, vivre dans une grande entreprise et pouvoir vivre leur autonomie. Parce que ça, ce n'est pas la même chose que les indépendants. Les indépendants sont des dirigeants d'entreprise, ils sont responsables de tout. Être dans une grande structure et pouvoir profiter. Et notamment, le Covid n'a pas aidé parce que le confinement a fait que ceux qui avaient la capacité d'avoir un confort de vie, finalement, ils ont commencé à trouver ça très bien. Je crois que l'idée de l'autonomie, plus que l'indépendance peut-être, vient aussi du fait que maintenant les process, notamment dans les grandes entreprises, et les obligations des yaka-faucons qui sont sur le dos des entreprises, d'ailleurs on n'y peut rien, et il faut checker ceci, etc., deviennent tellement importants que d'une certaine manière, ça enlève des marges d'autonomie, aussi bizarre que ça puisse partir. Le côté administratif et technocratique du système, c'est ça qui pèse sur le manque d'autonomie de la majorité des salariés.
pas tellement le fait qu'il n'ait pas... D'ailleurs, des chefs d'entreprise voudraient donner plus d'autonomie. Simplement, eux aussi sont Le obligés... poids de la compliance qui pèse sur tout le monde, là, et le reporting, et on en revient aux slides et aux PowerPoint. 31 c'est même encore plus des outils que des slides, malheureusement. On a trop de ça. tableaux de chiffres et Qu'est-ce qu'on en et d'outils de compliance que si on pouvait faire que des PowerPoint avec des jolies histoires. Ouais, et c'est ça, des c'est jeux. plus de l'Excel que... C'est beaucoup de l'Excel, ouais. c'est beaucoup de Et l'Excel. des formulaires et beaucoup de data partout. Ouais. 31% donc veulent travailler plus pour gagner plus, mais 15% sont prêts à travailler moins, quitte à gagner moins. C'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que il n'y a pas de formule unique sur le travail. Et ben voilà. Le costard à taille unique n'existe pas. Sur le Voilà. Et surtout, tu remarqueras que dans cette étude, il n'y a aucune recommandation en termes de politique publique, de changement. En gros, ne touchez à rien, laissez les gens négocier, trouver les arrangements au niveau individuel, au niveau entreprise, au niveau des branches professionnelles, notamment pour l'aménagement des fins de carrière, parce que c'est un sujet qui concerne les partenaires sociaux, c'est pas un sujet qui devrait concerner l'État. L'État, il fixe la réglementation, il fixe le cadre du système de retraite, parce qu'il a des équilibres macro-financiers à respecter. Et ensuite, c'est aux partenaires sociaux, aux individus de négocier. Et du fait il ne faut pas qu'il y ait des gens à 63 ans qui portent des pianos, des ménageurs qui portent des pianos, en ayant en plus commencé à 14 ans. C'est pas possible. Et c'est pas à l'État de régler le problème. C'est une situation qui ne devrait pas exister. Et pour ça, il y a des syndicats. C'est à l'État de régler le problème si, à un moment, les entreprises et les branches n'arrivent pas à régler le problème elles-mêmes. Non, mais c'est pas l'État qui va normer métier par métier quelle est la date à laquelle il va falloir partir en retraite. Ouais, je comprends. Sachant que les gens sont inégaux devant la santé et devant les capacités intellectuelles et physiques. Il y a des gens qui sont effectivement épuisés à 60 ans, d'autres qui peuvent travailler jusqu'à 68, et c'est pas une norme qui va le décider. Donc l'État lui fixe des normes minimales parce qu'il a des contraintes financières, mais ensuite c'est aux partenaires sociaux de négocier. Mais qu'a l'index senior, puisqu'il revient là, et alors il est descendu à... Merci de me poser la question. Il est descendu à 50 salariés. Non, parce que la dernière fois, tu étais d'accord. On en avait parlé ensemble. Oui, c'est vrai. Et tu le soutenais. Donc, je maintiens c'est une que- position originale. Mais je maintiens que tout ce qui se mesure permet d'avancer. Ça dépend ce qu'on en fait. En fait, c'est pas l'index qui est à montrer du doigt, si j'ose dire. C'est la manière dont on va l'utiliser. Mais si on ne mesure pas, on va rester dans des généralités. C'est vrai. Les seniors sont ceci, les seniors sont... Comme si les seniors étaient une catégorie, je sais pas quoi, une secte, une race, j'en sais rien. Ça Oui, c'est n'existe quand même une catégorie, oui. oui, mais quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça se... Oui, là, Comme c'est ce que disait Bertrand. Et puis en on n'a fonction pas des... les mêmes, on n'est pas égaux devant l'âge, devant la vie, devant aussi la pénibilité de ce qu'on a vécu, de son passif. Donc, il faut laisser... Je rappelle qu'en France, on peut travailler jusqu'à 70 ans. Les salariés peuvent rester dans les entreprises jusqu'à 70 ans. L'emploi des seniors, c'est important. Donc, tant qu'on ne le mesure pas, on ne saura pas adapter, trouver les solutions. Toujours pareil, c'est ce qu'on en fait de l'index qui est important, pas l'index en tant que tel. Il y a 50 salariés chez Spin Tank, Nicolas Non, on est presque une centaine. Ouf, on est donc tu revois, quoi. 14, un truc comme ça. Et, dis donc. alors moi, typiquement, je suis Belle aventure, je trouve hein. index senior. Moi, ça m'embête parce que je trouve ça très bien le mesurer. Pareil, l'index EGA Pro. Nous, on était persuadés d'être très équilibristes. Égalité très professionnelle, Égalité professionnelle. Donc homme-femme. c'est homme-femme, ça, ouais. On est obligé de le publier tous les ans sur notre site web, et donc de le mesurer, etc. Ben moi, ça m'aide. On était persuadé d'être super au carré. On est à 84, je crois qu'on est à 94 sur le dernier, sur 100. C'est un indice sur 100. Bon, ben, et on voit où on peut faire on mesure, on améliore. Ça, c'est pas de la compliance. En plus, ça c'est bien parce qu'on se décide de le faire. J'ai pas besoin. Ça, c'est pas un gros truc formulaire. C'est très concret pour tout le monde. On comprend sur 100 personnes. Tu mesures quoi? Tu mesures la présence des femmes au poste de direction et l'égalité salariale par échelon, etc. Et donc on voit à peu près, tiens, c'est bizarre, sur notre middle management, oui, en fait, là, depuis 2 ans, on a un peu mieux augmenté les mecs que les nanas, et donc il faut qu'on fasse attention à ça. C'est souvent lié à pas grand-chose, à une échelle d'une petite PME. Mais c'est très bien, on le mesure, on l'explique, on le regarde, on comprend, on le pilote, quoi. Si on ne mesure pas, on ne pilote pas. Donc, et alors les seniors, c'est plus compliqué pour une petite boîte très dans le numérique comme nous. Âge moyen de 30 ans, j'ai 47 ans, je suis le deuxième plus vieux de la boîte.
troisième maintenant, puisque j'ai embauché une autre personne. Il n'y a personne qui a plus de 50 Oui, ans. mais tu vas pas être... Donc, je vais le mesurer. Je prenais l'image C'est plus compliqué pour nous d'agir. C'est pas évident. Je ne sais pas à quel poste, community manager, social media manager, UX designer, etc. Trouver des 55 ans et plus, Ça va être chaud. c'est plus difficile. Ouais. Et on n'est pas sur des reconversions, etc. Donc, mais mesurer, pourquoi pas, comprendre. Enfin, moi, je trouve ça, se poser la question, commencer à l'intégrer, je trouve ça bien. C'est comme sur le handicap, sur tous ces sujets. Il faut. Tu sais, mesurer, c'est qu'avec intéressant. une centaine de personnes, t'es pas du tout une petite PME. Hein. T'es une belle PME, Nicolas. Il doit y avoir 10 000 boîtes à peu près qui ont aujourd'hui une centaine de salariés. Non, il 25 faut. 000 boîtes de plus de 50 personnes en France, ouais. C'est ça. Moi, le chiffre que j'avais, puisque c'était le déclenchement C'est du ça. RH, on dit beaucoup que c'est autour de 60 salariés. Et donc, tu as 20 000 boîtes au-dessus de 60. C'était un papier dans Le Monde, à un moment, qui avait écrit 20 000 grands groupes, parce qu'il y avait, je ne sais pas quoi, une mesure qui allégeait, tu vois, les charges des entreprises de plus de... Non, mais à chaque fois que je peux insister sur l'éclatement de notre tissu entrepreneurial et le manque d'entreprises comparables à la tienne, ça me permet de saluer la performance. Bravo, d'être admiratif et continue. Voilà. Et on a besoin d'entreprises de cette taille-là. Méca, tu voulais rajouter un truc? Je voulais juste rebondir sur l'index d'égalité salariale homme-femme. Homme-femme. Ça a permis aussi, dans ma vie antérieure, de me rendre compte que, par exemple, les gardiens d'immeubles sont régis par une convention collective qui fait que les tâches lourdes, de déplacer je sais pas quoi, la poubelle, etc., sont mieux rémunérées, sont plutôt les hommes qui le font. Et donc, il y a un écart qui est par convention établi comme... Donc, on se rend compte aussi de choses qu'on peut corriger dans le temps, parce qu'on n'est peut-être pas obligé tout le temps de... Voilà, On réexamine des trucs à cet homme-là, je suis d'accord. Voilà, Ouais. c'est... Bon, très bien. Voilà. Bertrand, Des choses tu que valides tu l'index senior? Oui, ça dépendra ce qu'on met dedans. Pour l'instant, Et puis, a priori, c'est juste voilà. publié. Pour l'instant, il Voilà. n'y a pas de sanction financière. Là, j'ai entendu une sanction de 1% de la masse salariale. Si tu le publies pas. Ah oui, si on le publie. Voilà, D'accord. si on le publie oui, pas. d'accord. Non, mais il faut voir ce qu'on est dedans. Il faut surtout pas que les entreprises qui n'ont pas de seniors soient... Enfin, le fait d'avoir beaucoup de seniors ou de ne pas avoir de seniors n'est pas en soi un critère. En fait, avoir trop de seniors, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Ouais. Ne pas en avoir, c'est ni bien ni mal. Je veux dire, ça dépend de l'activité, ça dépend de ce qu'on trouve sur le marché du travail. Voilà, donc c'est pas quand même une discrimination de même nature que homme-femme quand même. Hein, donc on peut pas faire un parallèle. Oui, mais c'est vrai que... Alors j'ai découvert ça d'ailleurs en lisant le journal ce matin. J'avais pas pris la mesure dont j'ai moi-même bénéficié, je dois l'avouer. C'est-à-dire l'idée... alors, en l'occurrence, c'était pas une question de senior, c'était une question de départ dans de bonnes conditions. Mais l'idée de la rupture conventionnelle, et puis à la fin, les 3 dernières années, finalement, c'est l'assurance chômage qui va la payer plutôt que l'entreprise. Oui. À un moment, t'as beau défendre les patrons autant que tu veux, non. C'est pas bon. Et donc, sans doute, l'index senior va pouvoir aider à faire ça. Ça, ce C'est type le de comportement suivi longitudinal qui est intéressant. C'est-à-dire que si tout d'un coup, les coureurs une boîte... cyclistes, ça. Non mais si une boîte tout d'un coup voit son index senior changer, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est aussi pour ça que la transparence a des vertus quand même. T'es sûr que ça s'appelle suivi longitudinal? C'est pour les sportifs. Et c'est les coureurs cyclistes qui font ça. Antidopage, Non mais un coureur cycliste qui a toujours le même taux d'oxygène dans le sang et puis tout d'un coup il n'a pas le même, ça fait bizarre. Exactement. Il a toujours le même taux de senior et tout d'un coup le taux de senior s'effondre parce que il y a peut-être ça mérite de regarder quelque chose. Ça pose des questions aux partenaires sociaux. Rapidement, juste parce que c'est vrai qu'on a eu du côté des syndicats la nouvelle baisse constatée sur les derniers chiffres connus et publiés par le ministère du Travail. On est donc tombé à un taux de syndicalisation de 7,8% dans le privé, 3,4% dans le BTP, Méca. J'ai vu aussi ça, mais ça ne m'étonne pas. Parce que c'est des toutes petites structures. D'abord, c'est très éclaté. Hein. Je veux dire, le plombier, c'est dans le BTP, le plombier du quartier est dans le BTP, le petit électricien, etc. Donc, c'est plein d'artisans, petites entreprises. Mais il y a aussi le fait qu'il faut que les syndicats soient des partenaires dans les entreprises et défendent les intérêts des salariés. Ils peuvent pas simplement... Alors, ils le sont au quotidien, mais de temps en temps, ils sont toujours... L'image qu'ils donnent, c'est l'image « je défends ». C'est l'image qu'ils donnent. C'est ça, il y a un contraste entre l'image publique et la réalité des entreprises. On négocie, on avance, évidemment, on travaille. Les CSE fonctionnent très très bien là-dessus. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ne viennent pas le matin en disant comment je vais embêter mes collègues. Au contraire, on trouve des solutions. Mais en revanche, l'image qu'ils donnent n'est pas une image qui incite les salariés à aller se syndiquer. C'est malheureux. Là, peut-être qu'ils sont en train de changer un petit peu cette image.
J'en sais rien. Espérons. Non, tu En le tout sens cas, pas je partage totalement. On rencontre assez peu de Philippe Martinez dans les CSE. Oui, bah, Voilà. Ouais. C'est vrai. Nicolas, un mot là-dessus, Moi, non j'ai un CSE qui ça se passe très bien. J'ai une Ouais. déléguée CGT alors que je suis dans la com digitale avec eux, des bacs plus 5. J'ai 2 personnes qui sont pas cadres, qui sont des personnes qui font l'accueil sur 100 personnes. En fait, globalement, c'est plutôt utile d'avoir une représentation syndicale et un CSE qui fonctionne bien dans une boîte de 100 personnes. Ouais, non, mais Même le mandat syndical apporte une forme de rationalité pas inintéressante de formation des membres du CSE, des représentants, etc. absolument. Partage d'informations. Partage d'informations. Sous le sceau de la confidentialité, ce qui Voilà. est très utile et très important, je pense, quand on dirige une boîte. Ça a beaucoup de vertus, mais évidemment, enfin, on en revient, 20 000 boîtes de plus de 60 personnes auxquelles là, ça peut se structurer, etc. Pour tout le reste du tissu, évidemment, c'est très très compliqué. Même dans le Et public, ça ne ça progresse baisse. pas. Même dans le public. Non, ça baisse. 7,8, c'était au-dessus de 9. hein. Et même dans le public, 18,4. Bon, on n'a plus le temps, puis j'en reparlerai demain, puisque ce sera demain le jour de la manif. Mais ce que dit Laurent Berger ce matin dans Les Échos, je trouve quand même, et enfin, chacun doit s'interroger là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, une manifestation massive, 1,5 million de personnes, bien organisée par les syndicats, n'a aucun effet face, il donne le chiffre de 250 000 gilets jaunes, grand maximum, qui cassent tout, et devant lesquels on recule. Oui, voilà, c'est ça le conflit de légitimité, je trouve, est très intéressant. Ouais, bah oui. Ça, c'est un vieux débat. Ouais, mais là, il va être présent quand même, je pense. En même temps, il y a eu une élection législative il y a 9 mois. Bon, voilà. Donc, dans aucun autre pays du monde, probablement, on remettra en cause les choix d'une majorité qui a été élue de manière totalement transparente sur un programme et qui date d'il y a 9 mois. Ouais, ça fait que 9 mois. Oui, on doit être le seul pays. Mais j'entends bien. Enfin, c'est pas grave. On est aussi le seul pays où les gens descendent massivement dans la rue. On est un pays exceptionnel quand même. Bon, sur les retraites, enfin partout, il y a eu des manifs. Quand les Italiens ont modifié leur système de retraite, il y a eu des manifs massives. Oui. Dès que tu touches aux retraites, tu as des manifs massifs partout. Quand la réforme est annoncée, qu'elle est validée par une élection législative, je ne parle pas de l'élection présidentielle, là on est dans un programme législatif, donc on ne peut pas dire les députés n'ont pas été élus par défaut. Tu as raison, Bon, ils ont été élus sur un programme transparent, ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire. c'est vrai. Bon, et 9 mois après, des gens qui probablement, un certain nombre d'entre eux ont voté pour enfin, il y a un moment, voilà, ça pose quand même aussi un problème de... Oui, non, mais tu as raison. On connaissait les députés pour lesquels il fallait voter pour revenir à la retraite à 60 ans. Et par ce exemple. n'était qu'il y a 9 mois. Oui, tout à fait. Et voilà. Ouais. Donc, à la limite, j'ai bien connu l'affaire Sarkozy 2010. Sarkozy, c'était pas dans son programme électoral. Il s'était engagé à ne pas toucher l'âge de réforme de la retraite en 2007. Et en 2010, la situation financière, enfin la situation des finances publiques s'est tellement dégradée suite à la crise et puis suite au dérapage des finances publiques, il a décidé de faire la réforme de 2010 dans les mêmes conditions, sans anesthésie, et il n'avait pas avec lui la légitimité de l'élection. Ouais. Donc. 2010, c'est celle qui passe à 62 ans. Je suis perdu. Ouais, Oui. c'est ça. Ah oui, mais c'est la sœur. C'est celle de Wörth. C'est la sœur jumelle. Oui, C'est la sœur jumelle. Wörth. Voilà, Oui, c'est ça. bien C'est sûr. la réforme Wörth. Voilà, Oui, Meka, un mot et puis on marque une pause. Non, mais moi, j'ai 2 remarques à faire. C'est vrai que c'était indiqué dans le programme législatif et ça a été voté. Et donc, le fait que les gens demandent le retrait pur et simple de la réforme, ça ne permet pas la négociation. En vérité, ça oppose les gens, donc, alors que dans d'autres pays, on négocie. La deuxième chose, cependant, les élections législatives présidentielles, les élections d'une manière générale depuis quelques années, le taux d'abstention, le vrai parti, c'est le parti de l'abstention. Et c'est ça qui pose problème, d'ailleurs, un problème civique de représentativité de l'ensemble de nos élus, quels qu'ils soient. Donc c'est un vrai sujet. Moi, je suis quelqu'un qui vote régulièrement. Je suis d'origine étrangère. Quand j'ai eu ma carte d'électeur, je vote systématiquement. Je trouve que c'est quand même très important d'aller voter. Au moins, il y a la légitimité d'avoir eu l'expression de son mandat. Et ça peut être la leçon, un petit peu comme Barack Obama l'avait dit au moment de l'élection de Trump. Eh oui. Ne pas aller voter donne parfois des résultats que vous regrettez. Ouais, ok. On marque une pause et on parle d'énergie dans un instant. On repart avec les questions énergétiques. J'ai 2 choses. Meka, on va parler ensemble du plan géothermie. D'abord, moi, je ne sais pas comment vous présenter le truc parce que c'est des idées personnelles. Donc non, je trouve qu'il y a
donc là, c'est la foi du converti maintenant sur le nucléaire. Et je l'ai déjà dit ici, je suis un peu perturbé par le fait qu'il n'y ait aucune remise en cause au cœur d'EDF. Aucune. C'est-à-dire, j'ai vu les 3-4 patrons récents d'EDF débarquer devant le Sénat. C'est pas eux. Non, c'est les politiques. C'est les choix des politiques. Eux, ils y sont pour rien. Ils ont fait ce qu'il fallait pour essayer de défendre l'entreprise. C'est la reine. C'est l'EPR qui était inconstructible. Mais Proglio nous dit « Ah ben, il y avait que ça. J'étais obligé de le faire, il y avait que ça. » Enfin, voilà. Et du côté de l'État, enfin, du président de la République, qui, maintenant, là, voilà, veut prolonger la durée de vie des centrales, etc. Très bien. Pardon de la brutalité du truc, mais il nous ment sur Fessenheim et il continue à nous mentir sur Fessenheim. Donc est-ce qu'on peut avancer comme ça, enfin, sur la crédibilité de la parole publique, sans à un moment dire « Ok, on s'est planté », voilà, je soumets ça à votre sagacité. Nicolas, ça t'inspire? T'es pas obligé. Hein. Non, si. Alors, moi, j'ai une parole un peu contrainte parce que EDF est un de mes clients, donc je vais essayer de pas trop parler d'EDF. Parle du gouvernement, alors. Dire du mal de mes clients. Parle du gouvernement, Je vais pas dire du mal. Oui, mais en fait, c'est un peu comme sur les retraites. On a une sorte de virage à 90 degrés ou 180 degrés quand même. À 180. Voilà. Politique, rapide. Une conversion d'Emmanuel Macron, un peu comme sur les retraites. J'avais un grand système de changement total du système, changer les paramètres, c'est nul, c'est vraiment débile, etc. Et puis, quand même, en quelques mois, je change totalement. Et c'est un peu pareil sur le nucléaire. Oui, 50%, on va faire pareil. Puis bon, oui. Et puis, non, finalement, il faut accélérer sur le nucléaire à bloc, etc. Qui brise les équilibres institutionnels, qui ne respecte pas aussi les procédures. On a une programmation pluriannuelle de l'énergie. Avec ça, c'est des lois qui sont passées, qui sont votées. On a une consultation par la CNDP qui justement essaye de faire le bilan, de regarder Commission nationale du débat public, où on essaye d'engager un peu, d'écouter toutes les parties prenantes pour voir dans quelles conditions, comment est-ce qu'on se remet sur un choix comme ça, etc. Donc il y a une tentative de faire un mouvement très rapide sur un sujet qui est extrêmement profond, clivant, complexe, etc. Qui fait que le virage très rapide, il est difficile. Et en plus, le fond derrière, c'est qu'effectivement, il y a une confiance dans la gouvernance du fait qu'on va y arriver, où tout le monde est légitime à être très sceptique. Enfin, dans le couple État-opérateur public, il y a un truc qui ne marche plus. Et donc, on se dit, on ne va même pas y arriver. Et on fait un pari à 10-15 ans, où dans 15 ans, si on les a fait, ces 6 EPR, plus les petits réacteurs, etc., on se dit, mais il aura fallu qu'on soit passé par un changement monumental de gouvernance de tout ça, et on ne le voit pas arriver. On n'est pas en train de se dire, tiens, incroyable, on se met en branle, tac, 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 tout le monde s'aligne, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui ne se gouverne pas, qui est très français, dans l'inefficacité de la consultation, dans l'appareil d'État qui ne marche pas, et dans la foi dans la décision éclairée du suprême leader. Qui c'est ça, de tout. C'est ça, c'est exactement ça. La décision. Et donc il faudrait quand même un peu rationaliser tout ça, ça un peu par en bas. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors voilà. Après, on peut garder de l'espoir. Parce que mine de rien, les choses changent, les équilibres bougent, etc. Et il nous reste des compétences. Il y a dans tout l'environnement d'EDF, quand même des compétences assez fortes qui restent là. Non, mais ne parle pas d'EDF. Wow. Meka va parler d'EDF si elle veut bien. Quand t'arrives pas à construire, quand ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à construire un truc, Meka, à un moment, faut s'arrêter, se poser des questions. En tout cas, donner les explications avec. Non, mais il y a cette affaire est quand même très complexe et en même temps, ce qui est complexe, c'est que on explique, c'est comme avec les enfants. Si on n'explique pas les choses très clairement, comment veut-on que les enfants fassent confiance? Oui, mais on n'est pas des enfants, là. Mais justement, on n'est pas des enfants. Raison de plus de nous dire, on dit qu'il faut dire la vérité aux enfants, leur expliquer, etc. Pourquoi les adultes, on ne peut pas leur expliquer les choses très clairement? On n'a qu'à nous expliquer ce qui se passe. On n'est pas là pour montrer du doigt, pour chercher des fautifs, etc. Peut-être que la judiciarisation n'aide pas. Oh non, pas sur Fessenheim. Mais quand même, non, je ne parle pas de Fessenheim. Je parlais moi, c'est ça, mon de sujet. Flamanville qui dure depuis très longtemps. Ah oui, ça, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, donner les explications. Il faut donner des explications. En fait, ce qui ne va pas dans tout ça, c'est qu'au lieu de parler du pourquoi, on parle toujours du comment. Et voilà comment on va faire, et les retraites et les machins. Donc, on a besoin de comprendre le pourquoi. Et on voit bien que quand on nous explique pourquoi il faut faire, par exemple, des économies d'énergie, RTE nous a donné des explications, nous a donné des moyens, nous a donné même
un truc de mesure avec Watt. On s'y est mis, on a tous compris ce qu'il fallait faire et les gens, ils ont fait des efforts et ils ont compris collectivement. On a fait les efforts qu'il fallait pour ne pas être en situation d'explosion. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre le pourquoi du comment. Et donc, si on ne comprend pas le pourquoi, on n'arrivera pas à faire confiance pour avancer. Nous avions une confiance aveugle pour le nucléaire. La responsabilité Elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais on a besoin... La responsabilité du dirigeant, moi, c'est l'administration, ça m'intéresse. Je vois les quatre patrons d'EDF. À la limite, Jean-Bernard Lévy, c'est le seul que j'exonère, il a tout pris, il ne pouvait plus rien faire. C'est le dernier. Mais de l'entrée en bourse, aberrante, jusqu'à cette EPR qu'on n'arrive pas à construire, tu as 3 dirigeants qui se succèdent devant le Sénat qui disent « c'est pas moi, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute, etc. » La responsabilité du dirigeant, enfin. Je partage tout à fait ça. J'allais faire une remarque désobligeante en disant « c'est peut-être parce que ce sont que des hommes », n'est-ce pas ? Prendre la responsabilité. Enfin, j'ai pas entendu Anne Lauvergeon se couvrir la tête de cendre non plus. Oui, mais enfin, pour rétablir notre index homme-femme. Elle s'est fait lourder. Elle s'est fait lourder, ce qui n'était pas le cas des autres qui sont arrivés en fin de mandat. Aussi s'est fait lourder. Si, non, il s'est fait lourder c'est son pareil. deuxième mandat déjà. Non ? Ouais, mais il a été... bref. Donc, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est une question de responsabilité des dirigeants et on ne peut pas dire, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est l'actionnaire, c'est machin. En tout cas, pour avoir la confiance d'une manière générale de la population, y compris dans la manière dont les dirigeants sont traités, il faut que cette capacité soit là de dire les choses clairement et la vérité. Le problème, c'est que on fait un peu de boulgui-boulga, on n'explique pas les choses très clairement et que les gens... La confiance en nucléaire existe, la capacité d'exécution, maintenant, tout le monde commence à en douter, ce qui n'est pas bien. C'est dans les chiffres, ça ? C'est dans les... Ouais, les Français ont... Il y a eu un creux post-Fukushima. D'accord. C'est très reparti, c'est dingue. C'est comme si, moi, ça fait rêver. On a l'impression qu'il y a des communicants de malades mentaux qui ont fait une campagne de communication pour changer l'état d'esprit des Français. Les Français ont confiance en le nucléaire. Poutine, ils pensent que c'est important. Ton communicant en chef, c'est Poutine. Moi, je pense que la guerre en Ukraine a accéléré, évidemment. Mais... En revanche, la confiance dans l'opérateur public et dans le fait qu'on va y arriver, elle est faible. Et donc ça, c'est quand même très explosif. C'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, mais on n'a plus confiance en nous. Bertrand. On est prêt à partir. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je rêve d'émissions où un responsable, un ministre en charge de l'énergie, mais de haut niveau, une sorte d'André Giraud, enfin, un scientifique, avec une certaine autorité, pas forcément... des ministres qui ne connaissent pas leur sujet, ou qui sont là de passage. Je rêve d'une émission pendant 1 heure où les Français posent leurs questions. Voilà. Tu veux refaire les dossiers de l'écran nostalgique des années 70. Mais ou même des années 60. Mais oui, mais enfin, oui, un débat, moi j'ai entendu, j'étais pas né, mais j'ai entendu après des débats entre Michel Debré et Pierre Mendès France sur les choix nucléaires du pays. Oui, évidemment. Ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule. Bon, donc je ne comprends pas pourquoi ce genre d'émission ne peut pas être monté et pourquoi on a droit qu'à des punchlines, des petits trucs, des petits machins. Tu as tellement raison. Sur des sujets, alors sur tout un tas de sujets d'actualité, c'est pas un problème, mais sur des sujets qui engagent l'avenir du pays sur plusieurs décennies, c'est quand même incroyable que le système politico-médiatique ne soit pas capable d'organiser ce genre de choses. Quant à la responsabilité des dirigeants, c'est un problème d'éthique personnelle. Je pense qu'un haut fonctionnaire, parce qu'on parle de haut fonctionnaire quand même, un haut fonctionnaire doit démissionner lorsque l'État lui donne un ordre qui est manifestement contraire à ses convictions ou contraire à l'intérêt qu'il se fait du pays. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Et donc parce que j'exonérais Jean-Bernard Lévy, et donc quand on lui pique 10 milliards d'EBITDA il démissionne. Il doit démissionner. Évidemment. Il ne doit pas assumer le truc en disant... Non, ça moi je veux bien au niveau d'un chef de bureau, mais au niveau d'un responsable qui est en charge d'une communauté humaine de plusieurs dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes, qui est son entreprise, et puis au-delà, d'une certaine manière, en charge quand même opérationnellement, en tout cas pas politiquement, mais de l'avenir énergétique du pays, moi je crois que le gars peut se grandir en démissionnant, plutôt qu'ensuite... en parlant du fin fond de sa retraite, une fois qu'il a été lourdé, pour dire à quel point, pour taper sur les gouvernements en disant j'avais pas les moyens. Mais quand on n'a pas les moyens de sa politique, quand on est entravé par des lois débiles, ce qui arrive à certains fonctionnaires parfois, dans ce cas-là, on démissionne. C'est pas juste un mot complémentaire. Après, c'est pas pour défendre les dirigeants d'entreprise, mais ce sont aussi des êtres humains. Et peut-être que quand ils étaient dans le feu de l'action, quand on lui a piqué les 10 milliards,
peut-être qu'on lui a donné des explications, etc. Et que peut-être que des tas de gens sont venus avec des tableaux, des chiffres, des points. Non, à un moment, il a pensé faire un j'en sais recours. rien. Alors, c'est les syndicats d'EDF qui l'ont fait, mais à un moment, il a pensé faire un recours contre sa tutelle, recours en Alors justice là, contre sa tutelle. Si c'était pour faire ça, il fallait effectivement. Ouais, ben oui, voilà. Jusqu'au bout. Enfin, Oui, bref. mais non, parce qu'il est dans. Pardon, hein, mais il y a une non, un côté moine soldat. Il y a un côté. Je peux pas. Justement, c'est tellement je compliqué tiens. que je peux pas les laisser. Je suis le capitaine, je peux pas quitter le navire, etc. Après, Ça la me question convainc pas. qui Ça peut te convainc pas? Le moine soldat, je vois très bien ce que c'est qu'un moine soldat dans la fonction publique. Il est au service de l'intérêt général. Il n'est pas au service d'un gouvernement qui ne fait que passer. Mais c'est au nom de l'intérêt général qu'il veut rester là pour essayer de maintenir ce qui peut encore être maintenu. Oui, c'est un problème de voilà. Mais il y a des choix qui sont à peu près irréversibles qui sont faits par un gouvernement. Si le dirigeant pense qu'il peut préserver l'essentiel, tant mieux, mais je ne suis pas sûr que ça ait toujours été le cas. Je crois que c'est toujours une culture de la soumission, plutôt, et du fait qu'on ne sait pas démissionner. Voilà. Mais je suis d'accord, on a perdu ce rapport de force. Moi, j'ai bien connu Christian Blanc, pas mal accompagné dans patron d'Air France et de la RATP. Lui, il savait démissionner. Lui, il savait démissionner. Bah oui. Il fallait. Mais Peut-être un peu avec J'ai été au service de l'État. Mais on a tu on a sais. perdu ce Il y a- Attends, Bertrand, vas-y. ce rapport de Bah oui. force-là, de caractère, de dirigeants qui savent oui. aussi tenir ce Mais- rapport de force. et alors après, moi je suis pas. Bon, Oui, j'ai eu des responsabilités dans l'État, mais je suis pas dans le secret des antichambres de ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le domaine énergétique. Mais j'ai connu, il y a des hauts fonctionnaires qui sont capables, dans le bureau du ministre, devant le directeur de cabinet, de dire si vous faites ce choix-là, ce sera sans moi. Ça fait réfléchir un ministre quand même, Ouais. après tout. Ouais. Voilà. Des militaires ont su le faire. Voilà. Et donc ça peut être, vrai. ça peut être pour la SNCF, ça peut être pour l'EDF, ça peut être pour des militaires. Effectivement, dire moi non, on me supprime mes Charles Leclerc, je ne sais pas faire, faudra demander à quelqu'un d'autre. Bon. Et je trouve que c'est très honorable. Après, il y a aussi le fait d'avoir fait rentrer en bourse EDF. Moi, j'ai jamais acheté une action EDF, je dois le dire, parce que je trouvais que j'étais mal placée en tant que personne physique d'avoir une opinion sur l'entretien des barrages, des centrales nucléaires, des machins. Ça, c'est du régalien. Pour moi, c'est impossible de demander à la bourse, comme outil, d'avoir une visibilité, une capacité de maintenir ce type de société où vraiment on est dans du régalien et dans des dossiers. La preuve, ça a été retiré de la cote. Mais évidemment. C'est Patrick Pouyanné, le patron de Total, le dit. oui. L'engagement nucléaire est tel que ça ne peut être que impossible. une Ce responsabilité n'est que d'État. Tu peux pas gérer ça au trimestre, c'est ahurissant. possible. Ahurissant. Ouais, mais ils étaient super fiers. Alors moi, là, j'étais dedans, je m'en souviens très très bien. À un moment, les choses étant ce qu'elles sont, EDF est devenue la première capitalisation de la Bourse de Paris. À l'époque, il prenait la place de Total. Christophe de Margerie était furieux. Il disait, mais c'est n'importe quoi, parce qu'il y avait un flottant très très étroit. Je ne sais plus quelle était la proportion du capital mis en bourse. Enfin bon, bref. Donc, plan géothermie méca lancé donc en fin de semaine dernière. Produire en 15 à 20 ans l'équivalent de 100 TWh de gaz. Alors là, c'est idée de proportion, comme dit Jean Covici, c'est grand en mérite. Les bonnes années, c'est un quart de la production d'EDF, quand même. Hein. Alors, c'est un quart. C'est massif. Là, aujourd'hui, juste pour donner des ordres de grandeur, ce que nous achetons à la Russie comme gaz, c'est 90 terawatts. Donc c'est pour donner un peu ce que cela représenterait. Et qu'est-ce que c'est la géothermie? La géothermie, c'est quelque chose qui existe partout en France. C'est aller chercher l'eau qui est chaude en permanence, un peu 200 mètres sous terre. Voilà. On a besoin toute la technologie, toute la filière existe avec Schlumberger, avec BRGM, qui est capable de cartographier ça. Alors, toute la France n'est pas cartographiée, donc la première chose à faire, c'est faire la cartographie. La filière existe. Celsius Energy a lancé ça comme une action collective à notre session, le sommet de l'UVD, l'Université de la Ville de Demain, au mois de juillet dernier. On a mis tout le monde ensemble, Gilles de Margerie qui dirige France Stratégie, nous avons mis Schlumberger, nous avons mis l'Air Nouvelle, etc. Tout le monde en 6 mois, on a créé les moyens au Salon des maires, on a annoncé le lancement de France Géoénergie, et puis ça a été lancé la semaine dernière par François Bayrou et Agnès Pannier-Runacher. Mais l'idée, c'est de former les gens. Or, on peut les former, les foreurs,
Les foreurs, on peut les former en 11 mois. On n'a pas besoin d'avoir 5 ans de... Mais Alors, vas-y. moi, je pense que, évidemment, le diable, c'est dans l'exécution. Il ne faut pas lâcher. Mais en revanche, avoir la capacité de transformer, de trouver des innovations qui sont là, ici, chez nous, et qu'en plus, on pourra exporter, parce que toute l'Europe a cette capacité-là, eh bien, c'est quand même... Ça vaut le coup de l'essayer et d'y aller massivement. Voilà, je suis... Je t'entends, hein, j'entends ton enthousiasme, j'y crois pas un instant. Je vais être très franc avec toi. Tu regardes le fiasco de la rénovation énergétique des bâtiments, de l'idée d'une filière, c'est exactement le même sujet. Hein, c'est-à-dire, tu avais vraiment une masse d'emplois non délocalisables, un boulot en plus super intéressant à faire, de l'argent public disponible et une évidence climatique à faire ça. C'est un fiasco total. On l'a fait avec le logement. Et surtout les copropriétés. D'abord, dans les copros, ça a plutôt créé la fête des voisins qu'une réalité de travaux. Et ben voilà. Parce qu'il faut faire la totalité. Et pour les maisons individuelles, ça a été compliqué pour les gens qui avaient du mal, malgré les aides, etc., à joindre les deux bouts. Et ça demandait quand même beaucoup plus de choses. Si on l'avait fait sur l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire les grosses industries, les grandes entreprises, les foncières, etc., ça aurait probablement eu... C'est une question de fléchage. Plus d'effets. Les Allemands... Et là, donc, attends, parce que ça m'intéresse, ton plan géothermie, l'idée, c'est pas que chacun creuse son truc pour chauffer sa maison. Non. L'idée, c'est d'aller vers le massif. Pour le massif. Pour l'industrie, pour chauffer... C'est la massification et l'ouvrir à l'ensemble... Alors, il y a des aides pour les particuliers, mais c'est surtout la massification un peu partout par rapport à la disponibilité. Alors là, encore Poutine, merci, on ne le remerciera jamais assez pour s'occuper de la com de ça. Comme on a un problème énergétique, évidemment, on peut aller plus vite que quand on ne l'avait pas l'année dernière à cette époque-ci. On disait, voilà, le gaz russe est moins cher. Donc, alors, on verra. Mais en tout cas, la mobilisation est là et les gens ont envie de faire. Alors, il ne faut pas casser les bonnes volontés. Tout à fait. Et puis... C'est un signe supplémentaire aussi de ce qu'il n'y a sans doute pas de fatalité sur l'ensemble de ces questions. Et que c'est vrai que l'eau chaude, elle est là. Il suffit d'aller la chercher. Non, je n'ai pas d'avis là-dessus, enfin, ça fait partie Nicolas. La palette de solutions. L'énergie alternative. Non, mais il y a une accélération très nette. Hein. Enfin, la demande de pompe à chaleur. Oui, mais la pompe à chaleur, elle est électrique. Hein. Aujourd'hui, ce que finance MaPrimeRénov', c'est la pompe à chaleur électrique. Oui, bien sûr, c'est la PAC. Oui, mais même là-dessus, il y a une accélération massive qui montre qu'en fait, on est capable de il y a une filière. Ça a mis longtemps de faire une filière d'installation, de production, etc. Pour l'instant, on les produit en Chine, les PAC RO. Mais on sait le faire ici. Mais en fait, je pense qu'une accélération est possible sur la géothermie aussi. Mais moi, ma question, c'était sur les unités plutôt. Est-ce que c'est parce que la pompe à thermie du pavillon, je pense que c'est plus compliqué que celle des usines, des petits logements intermédiaires, etc. Et ça, il y a un très grand potentiel. La massification permettra, au contraire, d'aller plus vite et d'avoir des valeurs d'exemple et en plus des courbes d'expérience. Mais t'as pas les bras pour faire ça, Mika. T'as pas les bras pour la rénovation énergétique. T'as pas les bras pour. Enfin, ça nous ramène au sujet du travail. Les bras, on les a. C'est la capacité de prendre la décision. Quelqu'un qui est propriétaire de sa maison individuelle n'a pas tous les moyens d'avoir un bureau d'études, etc., pour prendre des décisions. C'était une question de fléchage. Les Allemands ont fléché notamment tout le plan vert de von der Leyen. Ils l'ont fléché sur tous les bâtiments. Donc c'est plutôt les grosses boîtes qui se sont mis. Donc ça permet d'accélérer. C'est comme les histoires d'économie d'énergie. Si les entreprises, etc., commencent à baisser leur consommation, ça va plus vite que si uniquement chacun d'entre nous éteindre la lumière. Ça aussi, ça a contribué. Mais quand même, il y a des actions qui peuvent être accélérateurs. Voilà. Numérique, pour terminer, Nicolas. Donc, parce que tu es aussi président de Renaissance Numérique. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Qui est un petit institut Montaigne dédié au numérique, avec une philosophie pas exactement la même, mais voilà, un petit think tank. Pas si petit d'ailleurs, parce que c'est le principal. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est chiffres récents publiés par... donc c'est l'étude annuelle Arcep-Arcom, c'est ça, baromètre du numérique. Et il y a deux trucs sur lesquels, alors j'aimerais votre avis, mais le tien tout particulièrement. Donc 40%, on va voir les images, 40% de la population aujourd'hui n'a pas l'impression de maîtriser les outils numériques pour les différentes démarches et activités du quotidien. Alors ça, c'est... Non, d'abord, voilà. Donc ça, c'est le camembert assez classique. Donc on se retrouve avec 40% des gens que vous voyez en mauve clair et foncé, qui donc pensent qu'ils sont un peu à la traîne. Mais effectivement, comme le temps tourne très vite, c'est le deuxième point qui m'a beaucoup surpris.
Et que ça ne s'améliore pas. La part des Français qui déclarent rencontrer des freins dans la pleine utilisation des outils digitaux passe à nouveau la barre des 50%. Donc il y a plus de 50% des Français qui pensent qu'ils ne peuvent pas exploiter le potentiel de ce qu'ils ont entre les mains. C'est une hausse de 13 points par rapport à 2020. Et notamment, on le voit là, chez les plus jeunes. En fait, la plus forte proportion, donc vous voyez, chez les plus jeunes. Ça me perturbe. Non, mais tu comprends, si nos digital natives sont perdus... Eh ben oui. Une question, ils sont perdus pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique ou parce qu'ils se retrouvent face à des sites qui sont mal faits, qui bug D'où ma question au président de Renaissance Numérique. Alors moi je suis complètement dans la catégorie de ceux qui ont des difficultés. Mais c'est pas parce que je maîtrise pas l'outil, c'est juste que j'ai des sites qui sont ni fait ni à faire et qui bug et voilà. La maîtrise n'est pas très... Alors, il y a les deux aspects du spectre. Bon, il y a les seniors qui restent quand même des laissés pour compte, enfin les seniors et des CSP, un peu moins, des gens en périphérie, etc., qui restent des laissés pour compte du numérique, qu'on n'embarque pas dans un moment où on a accéléré comme des malades sur la digitalisation. On les a quand même pas embarqués, et du coup, ils étaient un peu largués, et là, ils sont... voilà. Donc ça explique qu'ils n'ont pas progressé, et ça, c'est quand même préoccupant. Et sur les jeunes, il y a une moins grande maîtrise profonde des outils. Ils utilisent un smartphone avec des choses extrêmement optimisées pour plein d'usages courants qui vont très vite. C'est ça, les fameux UX sont tellement bien faits par les grandes applications. Voilà. Ils sont sur une banque en ligne où tout est optimisé, ils font des Lydia en 5 minutes, etc. Quand on va sur quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, ils n'ont pas les couches profondes de maîtrise du numérique. Ils n'ont pas expérimenté comme des vieux, un petit peu comme nous, les différentes étapes qui les ont emmenés vers une couche. Donc ils ne peuvent pas redescendre voilà. Et mettez-les face à des administrations complexes, des systèmes administratifs un peu lourdingues, etc. C'est la catastrophe, quoi. Il n'y a plus de repères, ils ne savent pas tellement chercher, ils ne sont pas très autonomes. Donc on a raté. Or, en grandissant, c'est ça qu'ils rencontrent de plus en plus. En fait, en grandissant, ils quittent TikTok pour se retrouver face à la CNAM. Bien sûr. Ou aller sur... Je résume. Voilà. Je vous mets au défi de différencier. Alors, pendant ce temps, les services publics ont progressé quand même, avec une accélération massive. Mais il y a quand même des endroits où c'est pas ça, quoi. Après, l'entaille, les traitements automatisés des amendes. Des infractions du code de la route. Ça marche tout seul, ça. Ça marche tout seul. Regardez un email en taille et un email de phishing. Il faut faire la différence. Wow, le jeu des 7 ans n'est pas évident. Sur le phishing, tu veux dire. Ça ressemble à rien. Le logo est tout poucrave. On a l'impression que c'est une tentative d'extorsion. Non, mais en même temps... Oui, en même temps. Attends, réfléchis bien. Bonne image. Et donc, oui, on progresse, mais on a du mal à accompagner. Et je pense qu'on a raté. Je pense générationnellement, nous, dans beaucoup des études qu'on fait sur le numérique, il y a un peu une sorte de gap, d'une sorte de génération Covid, un peu, là, comme ça, en 3-4 ans. Il y a une sorte de point de bascule qui est un peu aussi le moment de l'accélération, où il y a un sentiment d'aliénation profond de cette génération face au numérique. Ils baignent dedans, mais ils n'en sont pas du tout maîtres. Ils ont une perte de contrôle. Et vraiment, elle est perceptible, elle est rendue. Je doom scroll trop, je suis angoissé, je passe. Ça veut dire quoi, je doom scroll? Je tourne comme un con. Sur TikTok, sur Instagram, le doom scrolling. C'est la maladie nouvelle. Quoi. J'ai passé 2 heures sur Instagram et TikTok. Et j'ai rien appris, j'ai rien retenu, rien. Et j'utilise pas ces outils de manière et qui n'est pas que chez les jeunes, qui est chez beaucoup de monde. On a un moment d'accélération où à la fois le numérique est plus partout dans nos vies. Il s'est vachement optimisé. Dans nos services, quand même, ils progressent vachement, mais on ne le maîtrise plus. Et donc, il y a quelque chose à régler. Nous, dans la présidentielle, avec une vingtaine d'ONG, on avait fait un peu une alerte qui s'appelait Numérique avec tous, en disant il faut qu'on réonboard toute cette société pour la rendre maître du numérique. Il faut remettre ça sur le devant de la scène. J'avoue que notre écho chez les pouvoirs publics et chez les tenants de la Startup Nation et de la marche forcée vers le numérique avait été poli parce que c'était oui, il faut, mais bon, on avance, quoi. Et puis en fait, on va régler ça par en haut. On va faire des beaux services publics bien designés, super. Et puis les gens suivront. Mais en fait, ils ont du mal à suivre. C'est très compliqué de naviguer dans une société qui s'est numérisée, qui ne s'est pas simplifiée qu'en apparence, quoi.
Donc ce sentiment est quand même compliqué. Hein. Ah, bah, c'est intéressant. Hein. C'est paradoxal. Et c'est vrai que là, il y a le portail unique. Alors, j'ai pas été voir, je dois dire. J'ai juste entendu. Donc, on a créé un portail unique, unifiant tous les services pour les entrepreneurs. Ce qui partait d'un bon sentiment et ce qui, visiblement, est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en plus, les pouvoirs publics ont sans doute pas, comment le dire gentiment, les couteaux les plus aiguisés du tiroir pour mettre en place leur propre fonctionnalité, Nicolas. Tu vois, quand je vois la concurrence terrible qu'il y a sur ces sujets-là. Et moi, je trouve que d'autant plus que moi, j'en ai pas été tellement participant ces 5-6 dernières années, mais le chemin qui a été fait dans le public, pour l'innovation, pour le design de politique publique, pour vraiment fabriquer une interface beaucoup plus tournée vers le citoyen, est exceptionnel. D'accord. Mais on a atteint une phase de plateau. On a fait 70% d'un chemin comme ça, avec énormément d'initiatives qui ont fait des choses très bien. Mais on a atteint une phase de plateau, puis là, maintenant, on arrive dans le dur et dans des trucs qui vont être compliqués à changer. On ne peut pas juste changer l'interface client, quoi. Il faut rentrer dans les systèmes, il faut les transformer. Il ne faut pas juste faire des portails unifiés et des belles expériences clients. Et là, ça va être dur. Ça va être dur et compliqué. Et il va falloir beaucoup d'énergie. Et on a un drive numérique de l'État, un drive, une guidance, un leadership. Moi, je mets avec des mots anglais, c'est vrai. Qui est un peu pris au dépourvu à un moment un peu critique où on n'a plus une impulsion un peu forte. Il ne s'agit plus de tout transformer. Or, ça devient hyper clé. Hein. Et je pense que les différentes directions de l'État qui ont besoin de faire ça, la DITP, la DINUM, tous les endroits, etc., où il y a un petit peu de l'impulsion tournée vers l'utilisateur, ont besoin de vachement de soutien dans cette période-là. Bien. Non, mais moi, je voulais juste rebondir sur le fait que les pouvoirs publics ont fait énormément d'efforts. J'en veux pour preuve un de mes sites préférés qui est impo.gouv.fr. Bah oui, mais celui-là est toujours cité en exemple. Il est remarquable, on est d'accord. Il est remarquable. On est et d'accord. donc, c'est le problème, c'est effectivement, c'est des sites qui sont mis probablement en ligne, un peu trop hâtivement, pas assez d'essais, on ne s'est pas mis à la place de l'utilisateur en fait. Hein, donc, et puis ça se plante. SNCF Connect a été, ça va beaucoup mieux, mais on a quand même ramé les premiers temps. Et surtout, ça bug et ça se plante. Et là, c'est un sentiment. Qui je peux appeler? On peut appeler personne. L'espèce de chat, alors là, il parle une langue que personne ne comprend. Et je ne sais même pas, il parle même pas. Donc c'est ça le sujet. Donc, franchement, impo.gouv.fr, ça a été c'est l'exemple à citer. Quand il s'agit d'aller chercher le pognon. C'est drôle qu'en France, le meilleur site. Et de loin, et je crois que c'est mieux. Regardez servicepublic.gouv.fr, c'est même à l'échelle. Il est bien très fait. accompagnant. Non, mais je note ça que ça amène, hein, mais c'est pas fini. Enfin voilà. Mais je note ce que tu dis sur la jeune génération, et il faut surtout pas que. Il y a en plus, je pense, une responsabilité des parents, c'est-à-dire que on se dit aussi, oh là là, de toute façon, ils sont peinards, ils maîtrisent machin. En fait, ils maîtrisent rien. Voilà. Et exactement. Merci, madame. Merci, messieurs. Et on se retrouve demain donc pour continuer l'ensemble de ces passionnants débats.